Une médaille d'or pour la France aux Jeux Olympiques d'hiver. Franck Piccard remporte le super géant. La situation est devenue catastrophique à Rio de Janeiro. Des pluies torrentielles ont fait plus de 200 victimes, plusieurs milliers de sans-abri et des risques d'épidémie apparaissent. Deux cancérologues niçois interpellés, accusés d'escroquerie à l'Espoir. Leurs malades sont les premiers à être choqués par cette inculpation. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, monsieur, bonsoir. En bon chauvin qui s'ignore, je dirais, on la tient, cette première médaille d'or dans le super géant des Jeux Olympiques d'hiver à Calgary à 18 h tout à l'heure. Donc Franck Piccard l'a emporté. Francis Maroto. Au départ, dossard numéro 5, Franck Piccard, le Français, médaille de bronze en descente il y a 3 jours derrière les Suisses Zurbriggen et Müller. Dans ce super G, discipline de prédilection du Français, Piccard décide d'attaquer d'entrée. Résultat, meilleur temps à l'intermédiaire, mais surtout, il ne perd pas de temps dans la partie haute, considérée comme technique. Ensuite, il laisse glisser en passant au plus près des portes et malgré un geste de dépit à l'arrivée qui fait craindre un instant qu'il ait raté une porte, Piccard est le premier champion olympique de Super G, puisque cette discipline est inscrite depuis cette année au programme des Jeux. Et surtout, il est le premier champion olympique français depuis Jean-Claude Killy, 20 ans déjà. Alors, ses impressions, micro de Jean Mamère. Maintenant, le super géant, je le sentais bien parce que c'est là que j'ai fait le plus de résultats, j'ai été le plus régulier. Et aujourd'hui, j'ai pris ma chance. Comment ça s'est passé dans votre tête? J'ai passé une mauvaise nuit, disons que j'ai pas très bien dormi, j'étais un peu nerveux. Et puis ce matin, j'ai senti la piste assez bien. C'était tournant, donc ce serait difficile à skier. J'ai eu la chance de partir avec un bon dossard et tout s'est bien passé. L'actualité, c'est ça, la joie à l'instant, l'angoisse maintenant. Depuis le début du mois de février, qui pourtant est un mois d'été au Brésil, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville et l'État de Rio de Janeiro. Et depuis 48 heures, la situation critique est devenue, on peut le dire, catastrophique. Le dernier bilan fait état de 238 morts, plus de 700 blessés et entre 10 et 20 000 sans-abri. Puis ce soir, les autorités brésiliennes envisagent d'évacuer certains quartiers pauvres et appellent à l'aide médicale internationale. Jacques Violet. Toute la province de Rio de Janeiro est aujourd'hui sous les eaux boueuses de ces inondations. Des pluies d'orage torrentielles. Il est tombé depuis 48 heures les quantités de pluie qui tombent normalement en un mois. Ce sont les quartiers pauvres de Rio, les bidonvilles situés sur les collines entourant la ville, qui sont les plus touchés. Les pluies ont raviné le sol et provoqué des glissements de terrain. Un véritable fleuve de boue a tout détruit, tout emporté sur son passage. Une centaine de personnes ont été englouties sous un bâtiment effondré d'un hôpital. Le bilan provisoire est très lourd, plus de 200 morts, des centaines de blessés, 10 000 voire 20 000 sans-abri. Et pour ajouter à l'horreur de cette catastrophe, les risques d'épidémie sur une population démunie, entassée dans ces bidonvilles et rarement vaccinée. La typhoïde, le tétanos et d'autres maladies infectieuses menacent particulièrement les enfants. Ce soir, répondant à l'appel du Brésil pour une aide médicale d'urgence, une équipe de Médecins sans frontières quitte la France pour Rio de Janeiro. Une affaire difficile, pitoyable à Nice, puisqu'elle met en cause 2 médecins spécialistes du cancer inculpés principalement d'escroquerie à l'égard de leurs patients parce qu'ils leur proposaient d'expérimenter un nouveau médicament. Affaire difficile, je disais, car ce sont les pouvoirs publics qui ont porté plainte et non pas les malades qui, eux, sont pour l'instant choqués par ces événements. Docteur, j'ai été profondément choqué, écœuré par les attaques calomnieuses et les amalgames d'inexactitudes dont vous êtes l'objet, vous et le docteur Roquette. Je tiens à témoigner du rôle joué par les docteurs Lagarde, Roquette, outre la thérapeutique, le rôle moral, psychique et affectif qui a contribué à ma guérison. C'est lamentable. J'adhère au comité de soutien pour la libération de ces médecins. Cap d'Aille. Les lettres ont commencé à affluer au comité de soutien, les lettres, mais aussi les patients, indignés, inquiets parfois. 10 ans que j'ai été malade, et bien s'il n'y avait pas eu la garde, eh bien... J'ai pas besoin d'un médecin, j'ai besoin du médecin, du docteur Lagarde. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois demander une permission pour aller visiter, pour consulter en prison ou quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est le seul à pouvoir vous soigner? Parce que j'ai fait un parcours du combattant assez magistral et que quand je suis arrivée chez lui, j'étais vraiment pas bien, que maintenant ça va.
Et pourtant, Philippe Lagarde est inculpé d'exercice illégal de la biologie et de la pharmacie. Plus grave encore, lui et son associé sont inculpés d'escroquerie à cause de Cancer Espoir, une association créée par eux. Le docteur Roquette, libéré depuis, se justifie. Cette association était destinée à aider une expérimentation que nous avions l'intention de lancer sur l'interleukine 2 en injection par voie lymphatique. Nous avons rédigé une lettre peut-être maladroite. Cette lettre a été saisie par la justice. Maladroite, c'est le moins que l'on puisse dire. Parler de résultats quasi miraculeux est une attitude bien peu scientifique, de nature en tout cas, à donner un espoir peut-être démesuré aux malades. C'est certain que quand vous dites à un malade qu'il a une chance de guérir, comment voulez-vous qu'il ne la saisisse pas, même s'il doit un peu plus souffrir ou même si ça lui paraît un petit peu brumeux. Je ne veux pas me faire l'avocat du docteur Roquette, ils n'ont pas besoin de moi pour les défendre. Mais moi, je n'ai vu que des gens honnêtes autour de moi et j'ai rencontré que des gens honnêtes. Que penser des erreurs de ces deux médecins, plébiscités par leurs patients, si ce n'est que la concurrence est bien rude dans le milieu médical niçois et que là où il y a intérêt, la jalousie n'est pas loin. Oui, il faut préciser que demain, une demande de mise en liberté du docteur Lagarde, l'un des deux médecins qui reste en prison, sera déposée par son avocat. L'engrenage de la violence continue malheureusement de parfaitement fonctionner en Israël. Provocation des jeunes manifestants palestiniens d'un côté, répression des forces de l'ordre israéliennes de l'autre. Et aujourd'hui, une 60e victime arabe depuis le début des événements, un jeune homme de 24 ans. L'impasse dans laquelle se trouve actuellement Israël n'est pas simplement militaire ou politique. Elle commence aussi à poser des cas de conscience aux jeunes et aux moins jeunes Israéliens, soldats réservistes chargés de mater ces manifestations. Jacques Merlino. Ce garçon que l'on porte en terre s'appelait Abdallah Atta. Il avait 20 ans. Il a été tué hier à Ramallah, à 15 km au nord de Jérusalem. Poursuivi par les bérets verts israéliens, il est mort d'une balle de M16 tirée en pleine tête. Cette mort s'ajoute à celle d'un garçon de 11 ans, tué hier également d'une balle dans la poitrine, et à celle d'un jeune réfugié de 24 ans, tué ce matin près de Ramallah encore. Cette violence qui semble sans fin montre chaque jour l'impréparation des troupes israéliennes aux tâches de maintien de l'ordre. Beaucoup de ces soldats sont des réservistes, hier encore boulangers, garagistes ou avocats. Ils sont aujourd'hui livrés quasiment à eux-mêmes, comme le confirme ce psychiatre. Lorsque les soldats qui sont sur place sentent que le commandement donne des ordres qui sont controversés, qui ne sont pas les mêmes du jour au lendemain, je crois qu'il perd un peu le nord et par conséquent chacun réagit d'une façon plus individuelle plutôt que de réagir en fonction des normes selon lesquelles il a été, selon les normes qu'il a étudiées ou qu'il a appris au cours de l'entraînement. Une situation qui, si elle se prolonge, risque de créer un grave problème dans l'armée israélienne. Cet homme, par exemple, revenu à la vie civile, déclare qu'il refusera de retourner dans les territoires occupés. Mais lorsque l'on entend ces jeunes Palestiniens de 4 ou 5 ans chanter « La Palestine est ma terre, les Israéliens doivent la quitter », on comprend mieux encore que nous ne sommes qu'au début d'une longue histoire. Oui, ce médecin israélien que vous venez d'entendre, eh bien, vous l'entendrez plus longuement jeudi soir vers 22h10 dans le magazine Résistance consacré spécialement à la situation dans les territoires occupés par Israël, vu des deux côtés, israéliens et puis palestiniens. Au Liban, le Hezbollah, mouvement pro-iranien, apporte son soutien aux ravisseurs du lieutenant-colonel américain des Nations Unies, William Higgins, enlevé mercredi dernier et qui demeure toujours introuvable. Et cela, malgré les recherches entreprises à la fois par les troupes des Nations Unies stationnées au sud Liban, aidées des miliciens chiites libanais qui affirment n'être pour rien dans cette affaire. Élection à Chypre. Côté grec, 2 candidats en lice, un libéral conservateur et un indépendant soutenu par le Parti communiste. Mais pour nous, l'intérêt de cette élection réside plutôt dans le fait que l'un ou l'autre des candidats élus aurait, je dis bien aurait, l'intention de reprendre la négociation afin de mettre un terme à la partition de l'île en deux. Car je vous rappelle que depuis 1974, la guerre gréco-turque, ce pays vit sous double administration, grecque d'un côté, turque de l'autre. Et j'ajouterais que, si je ne me trompe pas, après Berlin et Beyrouth, Nicosie, la capitale de Chypre, est l'une des 3 villes du monde à être séparée en deux. Jérôme Benny. Nicosie, la capitale chypriote, est elle aussi une ville coupée en deux.
Tous les axes sud-nord butent sur la ligne Attila, aussi infranchissable que le mur de Berlin. Depuis 14 ans, soldats chypriotes grecs et turcs s'épient par-dessus un no man's land. De part et d'autre, entre les deux Nicosies, le contraste saute aux yeux. La grecque, au sud, au modernisme presque arrogant, face à la turque, au nord, qui ressemble plus à un grand village, toujours occupé par les militaires. Juillet 1974, le président Makarios est renversé par un coup d'État. Craignant la mainmise des colonels grecs, l'armée turque envahit tout le nord de l'île. 37% de son territoire qu'elle n'a jamais restitué. Après de violents combats, notamment dans la capitale, l'ONU réussit à imposer une ligne de cessez-le-feu. Dans cette zone tampon, l'histoire s'est arrêtée en 1974. Depuis, rien n'a bougé. Les bérets bleus des Nations Unies veillent méticuleusement au maintien du statu quo militaire. Chassés par les Turcs, 180 000 Chypriotes, le tiers de la population grecque, ont trouvé refuge au sud. Ils y attendent toujours, quelquefois comme ceux-ci, dans un camp à quelques centaines de mètres seulement de leur village, occupé par l'armée turque. Le vœu le plus cher de leur peuple est de pouvoir, avant de mourir, dire au moins une fois la messe dans sa vieille église de pierre. Le rêve d'une réunification de l'île galvanise la nouvelle génération chypriote, tout comme ses aînés. La question nationale a été le thème central de la campagne pour le deuxième tour des élections présidentielles. Les deux candidats, Clérides pour la droite et Vassiliou pour la gauche, prétendent faire beaucoup mieux que l'ancien président Kyprianou, battu dès le premier tour, après 10 ans à la tête du pays. À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas le gagnant du deuxième tour, mais on sait déjà que la participation a été très importante, au moins 95%. Pourquoi ? Parce qu'ici, à Chypre, le vote est obligatoire, l'abstention punie d'une amende de 100 livres, c'est-à-dire environ 1400 francs. En Éthiopie, dans la province du Tigré, 6 membres d'une organisation humanitaire, des Belges, des Hollandais et des Irlandais, ont été enlevés par les maquisards qui mènent dans cette région une guérilla qui dure depuis plus de 20 ou 25 ans maintenant. Ces maquisards sont ceux-là même qui avaient pris en otage, souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, une infirmière française, Sophie Bedon, libérée très peu de temps après. Au Pays Basque français, après l'arrestation de Philippe Bidard, hier, le chef du mouvement séparatiste, plusieurs interpellations et perquisitions ont eu lieu aujourd'hui pour compléter l'enquête. Et dans le village de Saint-Étienne de Baïgori, où vit le père de Philippe Bidard, la population commentait ce matin les événements et s'interrogeait sur l'avenir, car le démantèlement d'Iparet Tarak n'a pas résolu un certain nombre de problèmes spécifiques au Pays Basque français. Dominique Thiers. Saint-Étienne de Baïgori, un dimanche presque comme les autres. Sur toutes les lèvres, l'arrestation de Philippe Bidard, car c'est ici qu'Iparet Tarak est né. Pour un homme au moins, la probable disparition du mouvement doit permettre que l'on s'attaque à présent aux causes de la violence au Pays Basque, et cet homme, c'est le père de Philippe Bidard. C'est obligé que ça passe par un dialogue. Vraiment, ça risque de continuer comme jusqu'à présent. Que ce soit des Bidard, que ce soit autre chose. Je crois qu'il y a une jeunesse qui demande à dialoguer, à ce qu'il y ait une culture, à ce qu'il y ait quelque chose au pays, à ce qu'il y ait une façon de vivre. De fait, plus personne ne veut revivre les durs moments du passé. Les morts des jeunes poseurs de bombes ou celles des hommes chargés de lutter contre la violence, 9 morts au total. Aujourd'hui, les Basques aimeraient faire table rase, redire avec force que leur langue ne doit pas disparaître, que tous leurs enfants doivent avoir les moyens de l'apprendre à l'école. De nombreuses promesses ont été faites, la plupart d'entre elles n'ont jamais vu le jour. Il nous avait été promis une loi sur les langues de France. Et cette loi, nous ne l'avons pas vue venir. Nous ne la voyons toujours pas venir. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait une sorte de consensus, mais en parole. Alors, dans l'intérêt de tous, le dialogue est plus que jamais nécessaire, pour que derrière ces manifestations pacifiques ne surgisse pas à nouveau la violence que l'on sait ici, sans issue. Présidentielle, en attendant son candidat, le Parti socialiste donne le coup d'envoi de sa campagne dans la Nièvre. La Nièvre, département symbole, puisque M. Mitterrand fut député pendant très longtemps, et que le maire de la ville de Nevers, où se tenait la réunion, n'est autre que Pierre Bérégovoy, l'ancien ministre socialiste de l'économie. Rachida. Pas de conducteur, mais le train socialiste démarre tout de même. En l'absence de candidat, la campagne sera menée à un train d'enfer par Lionel Jospin.
2 meetings par semaine en attendant que le président se déclare ou pas. Symbole pour ces socialistes pleins d'entrain, le premier arrêt du convoi s'est fait à Nevers. Nevers, terre d'élection de François Mitterrand. Nevers, ville symbole où tous les courants du Parti socialiste étaient représentés aujourd'hui. L'hymne du PS, les militants l'attendaient depuis longtemps, piaffant d'impatience d'en découdre, de se jeter dans le combat, derrière un seul homme, comme un seul homme. Moi, je voudrais dire tout simplement, au nom de la Nièvre, que François Mitterrand peut compter sur nous comme nous savons que nous pouvons compter sur lui. Pierre Bérégovoy ayant déblayé le terrain, Lionel Jospin a pu s'en prendre ouvertement à Raymond Barre et surtout Jacques Chirac. Il était un peu indécent, mais surtout pitoyable de voir ces derniers jours le candidat Chirac comme un bonimenteur de marché devant son étal nous proposer à la suite 5 serviettes pour le prix d'une. Pour prix d'une élection, messieurs, dames, je vous mets non seulement des postes d'aide à domicile pour les personnes âgées, mais le SMIC à 4 700 francs pour les femmes avec 3 enfants et pour faire bon poids une Coupe du Monde en 1998. Jacques Chirac traité de camelot, Raymond Barre relégué au rang de tortue qui joue la politique de l'autruche. Pour les socialistes, un seul homme peut diriger la France en 88. À Nevers, son nom était omniprésent. Monsieur Jean-Claude Gaudin, le président du groupe parlementaire UDF, au forum RMC FR3, Monsieur Mitterrand, dit-il, a inventé le système de la candidature transparente. Il voudrait être candidat sans avoir à mettre son nom sur le bulletin de vote. C'est idéal pour celui qui n'a pas beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à cacher. Fin de citation. Vous voyez que les hommes politiques ne sont pas en manque d'images ce week-end. Et puis M. Gaudin a mis tout le monde en garde à propos des promesses électorales inconsidérées. Il vaut mieux que les candidats ne fassent pas trop de promesses. Pourquoi? Parce que les Françaises et les Français savent qu'on ne peut pas effectivement tout promettre et ne rien assurer ensuite. Et que de toute manière, les promesses, elles se paient un jour ou l'autre. Nous payons encore aujourd'hui, en 88, les promesses faites par le Parti socialiste en 81 qui ont amené tant de déficits et de chômage. Jean-Claude Gaudin, que nos candidats ne fassent pas trop de promesses. Voilà maintenant une affaire qui va bien au-delà du simple fait divers économique. Au Pays Basque, on est très étonné, pour ne pas dire plus, que la COB, la fameuse commission des opérations de Bourse de Paris, s'intéresse de très près à une société financière qui, depuis plusieurs années déjà, aide à la création ou soutient des entreprises régionales. Et si cette société est aujourd'hui dans le collimateur de la commission des opérations de bourse, c'est qu'elle a oublié de déclarer une augmentation de capital. Maryse Manot, Philippe Etcheverry. Au Pays Basque, même les vaches en restent coites. Les rumeurs de la bourse, elles ne connaissent pas. Et pourtant, c'est bien la COB, le gendarme de la bourse, qui vient d'épingler au pays une société qui les touche de près. La société Ericoa, sans laquelle la laiterie qui transforme leur lait n'aurait pas vu le jour. Le capital de cette laiterie, c'est Ericoa qui l'a constitué. L'argent vient de la population. 1500 actionnaires, soucieux de l'emploi au pays, apportent leur épargne à Ericoa, qui la réinvestit dans les entreprises locales. C'est absolument nécessaire que nous ayons ainsi des collecteurs de finances locales pour pouvoir aider rapidement les entreprises qui sont en difficulté ou qui veulent démarrer. En 8 ans, Ericoa a aidé 46 entreprises et créé 600 emplois au Pays Basque. Du meuble à l'informatique, l'affaire a pris de l'ampleur et la société a dû procéder à plusieurs augmentations de capital. C'est la dernière qui est en cause. Ericoa n'a pas demandé le feu vert à la COB, comme la loi l'y obligeait. La commission a interrompu l'opération, bloqué les fonds en banque et exige qu'ils soient restitués aux actionnaires. Des actionnaires qui ne se plaignent de rien, bien au contraire. Au départ, on n'a pas promis de rétribution et ce n'était pas le but d'ailleurs. Le but était d'arriver à faire quelque chose pour le pays et à créer le maximum d'emplois
dans le minimum de temps. Je crois que les gens sont finalement beaucoup plus désintéressés qu'on ne le pense et généreux quand ils sentent qu'il y a une cause qui est vraiment importante et qui met en jeu l'avenir de leur pays, l'avenir de leurs enfants. Je pense que les gens sont généreux foncièrement, oui. On voit mal ces actionnaires reprendre l'argent qu'ils ont donné à Erecoa, même si le tribunal de Paris leur donne. Ici, on sait très bien que de gros poissons passent au travers du filet de la COB et l'on comprend mal qu'à Paris, on punisse une petite société anonyme pour l'exemple. Mettons pour une minute seulement l'actualité entre parenthèses pour en revenir à l'histoire. 21 février 1988, 21 février 1916, une date commémorative d'une des plus meurtrières batailles de l'histoire. Verdun, Jérôme Camille. 7h15, un froid tranchant, 1200 bouches à feu de l'armée allemande donnent. C'est Falkenhayn, le commandant en chef, et le Kronprinz, le prince impérial qui commande l'armée d'assaut, la 5e armée allemande, qui vont déclencher cette offensive qui doit enlever cette clé de la France qu'est Verdun. Et on attaque les deux principales positions qui protègent Verdun, Douaumont et le fort de Vaux. De 7h15 du matin à 16h de l'après-midi, le canon donne. Tout semble rasé. Et puis à 16h, le feu terminé, on lance des divisions d'élite à l'assaut. Eh bien, les hommes étaient restés. Ce sont ces poilus qui, là, ce jour-là, font échec à l'immense offensive allemande. Évocation d'Arthur Comte. Revenons à la paix. Il fait beau et doux sur la France, même si nous ne sommes pas en été, ni encore au printemps d'ailleurs. Le moment n'est donc pas si mal choisi pour parler de l'évolution du goût des Français pour leurs vacances. Quelques chiffres pour situer le problème. D'abord, 57% des Français partent en vacances. Et puis, depuis 1984, le nombre des séjours augmente, mais les vacanciers restent moins longtemps partis. Notre pays étant ce qu'il est, la majorité de nos compatriotes restent en France, mais pour ceux qui partent à l'étranger, environ 9%, ils sont en train de changer d'habitude. Serge Misseret. Aller loin, chercher autre chose, découvrir des rythmes, des paysages, des couleurs, des êtres différents, des villes, Abidjan, Tashkent, Jérusalem, Shanghai, ailleurs. Et tout ça peut commencer porte de Versailles. La mousson touche la Thaïlande en été, c'est-à-dire à partir de juin jusqu'à fin août, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah oui, le voyage, c'est le rêve. Alors dans les rêves, qu'est-ce qu'on peut chercher dans un rêve? À n'importe quel prix? Ah non. Les Français rêvent moins dès qu'il s'agit d'argent, ils seraient même plutôt pantouflards. Moins de 10% d'entre eux vont à l'étranger, mais ils commencent à choisir des voyages haut de gamme. Pas forcément une Parce qu'on peut choisir et comparer. Ce qu'on demande, c'est une qualité, des prestations de qualité au niveau de l'hôtellerie, au niveau, bon, si on choisit la formule croisière, au niveau des bateaux, au niveau de la nourriture. Une qualité également au niveau des prestations de visite. Bon, il faut des guides qui soient sérieux, qu'on ne soit pas non plus toujours sur le pont à 5 h du matin et rentrer à 10 h le soir. Donc finalement, un séjour qui soit bien équilibré. On vend aussi et avant tout du service, et ça se vend moins facilement que quelque chose que l'on a sous les yeux. Lorsque l'on achète un réfrigérateur, on l'a sous les yeux. Lorsqu'on achète un voyage, il est certain que dans sa tête, on a déjà une image du voyage, et le problème est de faire coïncider cette image avec la réalité. 45 milliards de francs de chiffre d'affaires en 87 pour les agences françaises, avec une marge bénéficiaire de 1%, c'est peu. Une concurrence étrangère de plus en plus agressive et une clientèle plus que jamais avide de rêve. Les îles, par exemple, les îles, pas forcément Tahiti, parce qu'on parle toujours de Tahiti. En 1992, il va falloir s'accrocher. Ouais, moi, je continue à vous faire voyager gratuitement après le ski, après le Canada. Donc, encore une victoire française, mais un peu gâchée celle-là. Au tournoi de Milan, en Italie, Yannick Noah l'a emporté en finale contre Connors, mais sur abandon de l'Américain blessé. Francis Marotte. C'est dans le courant du 5e jeu que Jimmy Connors s'est blessé, exactement à la fin de cet échange sur ce smash.
Une blessure intercostale qui va rapidement devenir un trop lourd handicap, surtout quand il faut se détendre sur le service adverse. Le soigneur de l'ATP, Bill Norris, a beau soigner Connors à coups d'analgésique, l'Américain ne dépassera pas le 9e jeu. À 4 partout, il met un point d'honneur à remporter un dernier échange, après quoi il abandonne. Cash en quart de finale, Becker en demi resteront pour Noah de meilleurs souvenirs que cette finale inachevée. Ce qui est intéressant dans le fait de gagner un tournoi, c'est le moment là-bas, le match, quand on se dit voilà, c'est moi qui ai gagné ce point et c'est moi le meilleur, quoi. Bon, quand on perd comme ça, quand on gagne comme ça, il n'y a pas ce moment-là, quoi. Il manque cet instant, mais enfin bon, je repars avec le trophée, avec le chèque dans la poche et puis les points et puis tout ce que ça représente. Je veux dire, je pense que le tournoi, en fait, j'ai gagné hier. Voilà, et pour ce soir exceptionnellement, Francis Maroto, c'était en fait Daniel Casal. Alors pour les amateurs de ski, je vous le précise tout de suite, ce soir à 22h15, résumé de la première manche du slalom du combiné dames. Et puis si une concurrente française comme Carole Mer par exemple arrive dans les premières, à 22h30, deuxième manche cette fois-ci en direct de Calgary. Enfin voilà, c'est pas tout à fait clair, mais restez donc sur Antenne 2, vous suivrez tout ça en direct, donc à partir de 22h15, ce sera plus clair que mes explications. Le tiercé maintenant, en espérant que vous avez gagné cet après-midi. Le 4, le 2, le 14, voilà le résultat du tiercé, et vous y ajoutez le 6 pour le quart et plus. Et là, comme c'est pas moi qui l'énonce, c'est clair. Vous voyez les rapports s'inscrire sur votre écran. Et puis maintenant, la clarté même, José et sa météo. Eh bien, j'annonce le froid, Daniel. Le froid pour mardi, donc jour J-1 pour cet arbre en fleurs que vous voyez derrière moi, photographié cet après-midi à Paris. En effet, une perturbation s'approche et déjà la moitié nord demain va sentir l'effet d'un changement. Vous allez voir sur l'animation satellite ce qui va se passer. Donc une perturbation qui s'approche, secteur chaud lundi, secteur froid mardi, résultat averse de pluie, de neige et vent du nord, donc rafraîchissement. Mais pour demain, donc des nuages sur le nord avec des bruines. Ensuite, ces nuages progresseront jusqu'à aller à une frontière qui ira, elle, de Cotentin jusqu'à l'Alsace. Le répit encore pour toute la moitié sud, car il fera encore très très beau demain, ciel bleu et soleil. Les températures, avant le froid, demain elles iront de 6 degrés sur le nord-est jusqu'à 11 à Nantes, sur la moitié sud, 11 de Limoges à Clermont-Ferrand et à Grenoble, 15 à Nice et toujours 16 à Perpignan. Demain, lundi 22 février, pensez à Isabelle et nous aurons 4 minutes de soleil en plus. Le dernier journal tout à l'heure, ce sera Philippe Gassot qui vous le présentera avec ce soir un dossier sur l'avenir du musée du Louvre. Et puis demain, dans Télématin, les 4 vérités, invité Édouard Balladur, le ministre de l'économie et des finances, invité de Gérard Morin. Et puis donc, ce soir, vous restez sur Antenne 2 car à tout moment, vous pourrez suivre les principales compétitions de ski. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à dimanche prochain.